Bonjour et bienvenue à tous dans i24 News Business Club, une émission qui sent bon. Au sommaire de cette émission, Marc Toiti, économiste, pour évoquer la pénurie de semi-conducteurs. A-t-elle eu un impact sur l'inflation? Le président du cabinet à ces défis nous répond dans un instant. Mais aussi Franck Poncet, le président du directoire d'Emova Group, premier réseau de vente de plantes et de fleurs en France. Grâce à ces 4 marques, il n'est pas venu seul. Il est venu avec un beau bouquet d'anémones et d'hortensias. Et puis, on se penchera sur un nouveau jeu qui vient de sortir. Weird Waste, une simulation immersive, western, sauce zombie, l'une des surprises de l'industrie du jeu, conçue après plus de 4 ans de développement par le Wolf Eye Studio, dirigé par Julien Robic, qui va être avec nous dans un instant en duplex d'Australie. Et puis, ce sera le moment d'échanger avec une experte de la gestion, Marie-Pierre Payon, directrice de la recherche et de la stratégie ESG chez Groupama AM, qui vous donnera d'excellentes idées pour investir. Allez, c'est tout de suite le point éco. Marc Toiti, bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. La conjoncture est marquée, on sourit, mais enfin il y a quand même beaucoup de pénuries. Les industries s'en plaignent, notamment dans les semi-conducteurs, parce que quand on regarde la demande de puces, ça explose. Aux États-Unis, si on parle seulement des États-Unis, plus 17% par rapport à 2019. Les ventes de puces ont bondi un petit peu partout et du coup, les industriels essayent d'investir un maximum. On en est à plus de 150 milliards d'investissements en 2022 dans cette industrie. Et puis tout ça, ça se passe aux États-Unis. Alors, expliquez-nous, est-ce que ça s'arrange ou on est encore en fort déficit? Malheureusement, le problème, c'est que alors souvent, on invoque la crise et la guerre, du moins en Ukraine, mais en fait, ça a démarré dès 2021. Tout le problème, c'est la loi de base de l'économie. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu donc sa récession en 2020, la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale, à cause de la pandémie. Après, en 2021, ça a redémarré, mais on a continué d'injecter des liquidités. Les banques centrales, donc on fait ce qu'on appelle la planche à billets pour financer les dettes publiques qui, évidemment, ont continué d'exploser. Ça, c'était une erreur, parce qu'en fait, 2021, on aurait dû arrêter. Et donc, ça a soutenu la demande a même explosé à tous les niveaux, bien sûr, notamment au niveau des semi-conducteurs. Et à partir de là, comme l'offre n'a pas suivi, parce qu'elle a eu du mal, effectivement, à s'adapter, demande supérieure à l'offre, c'est la règle de base de l'économie, les prix ont flambé. Arrive ensuite, bien sûr, cette guerre en Ukraine, et là, ça aggrave, bien entendu, la situation. Alors, si on colle à l'actualité, il y a en plus maintenant, vous avez vu, en Chine, ils referment de nouveau le pays à cause du corona zéro, entre guillemets. Les indicateurs avancés, donc, les directeurs d'achat annoncent même une récession pour l'économie chinoise. Donc, comme les Chinois sont également des grands producteurs de semi-conducteurs, on a tout compris, c'est que malheureusement, ça ne va pas s'arranger. Donc, il va y avoir des pénuries qui vont se maintenir. Et on a, par exemple, dans le secteur automobile, des voitures qui sont là, qui sont presque prêtes, mais il manque quelques composants et on ne peut pas les sortir. Donc il y a des délais de livraison dramatiques, ça c'est pour le secteur automobile. Dans les biens d'équipement, c'est pareil. Donc malheureusement, c'est loin d'être terminé. Alors, ce qui fait sûrement à partir de l'été-automne prochain, comme la demande cette aussi va malheureusement baisser, bien là, ça va s'ajuster. Mais malheureusement, les prix vont rester élevés et il y aura toujours des pénuries pendant encore quelques mois. On a 6 à 9 mois un petit peu difficiles. Et c'est vrai qu'on disait, ce sont les Asiatiques qui sont maîtres en production. En vérité, il y a, quand on regarde les parts de marché de cette industrie des semi-conducteurs, une grosse prédominance des marchés américains. On va voir un petit graphique. Pour autant, on le voit bien, ça ne suffit pas. Il y a 10% de produits en Europe. On connaît des grands groupes comme ST Micro. Et tout ça, ça a un impact sur l'inflation. Alors là, ça concerne tout le monde et pas seulement l'informatique. Alors clairement, aujourd'hui, quand on voit les chiffres d'inflation aux États-Unis, par exemple, on est sur des sommets depuis 1981. Ah oui, on était tout petits à l'époque, certains même n'étaient pas nés qui nous écoutent. En France, on a un plus depuis 1985. Dans la zone euro, un sommet historique jamais atteint. Donc c'est vrai que c'est extrêmement inquiétant. Et surtout, si on voit les indicateurs avancés de l'inflation, ce qu'on appelle les prix à la production. Alors là, c'est quand même incroyable, des chiffres complètement fous. Je donne l'exemple de la France, par exemple, les derniers chiffres, plus 25% sur les prix à la production, alors qu'on est aujourd'hui à peu près à 5% sur l'inflation. Vous imaginez, alors je dis pas que l'inflation va monter à 25. Oui, rassure-moi. Oui, je vous rassure. Mais comme les prix à la production sont des indicateurs avancés des prix à la consommation, donc de l'inflation, ça va malheureusement continuer.
En plus, en Europe, dans la zone euro, on a un élément négatif, c'est que comme l'euro baisse, ça augmente l'inflation importée. Et donc, c'est ce qui fait que malheureusement, l'inflation va rester élevée. Et surtout, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, ils vont continuer d'augmenter, ce qui va générer ce qu'on appelle malheureusement une stagflation, c'est-à-dire une stagnation économique et une inflation élevée. J'espère qu'on va avoir encore un peu d'argent pour s'acheter des fleurs. C'est la transition vers notre prochaine séquence. Mais Marc, si le PIB était une fleur, quelle serait-elle ? Alors moi je dirais, je vais parler pour moi-même, hein. Moi, comme j'aime beaucoup les roses, alors je dirais que ça serait une rose, puis surtout la rose c'est le symbole du bonheur. Vous savez, on parle souvent aujourd'hui de BIB, vous savez le BIB c'est le bonheur intérieur brut. Donc mais on oublie que pour avoir un peu de BIB, il faut un peu de PIB avant. Donc d'où la rose bien entendu. Merci Marc Toiti. Il est temps maintenant de passer à la séquence du grand entretien. Bonjour Franck Poncet, vous êtes le président du directoire du groupe Emova. On ne le sait pas toujours, mais derrière ce titre se cachent 4 marques différentes. Monceau-Fleurs, Au nom de la rose, Happy, Blooms. Alors, l'historique de cette chaîne, c'est formidable, hein. Le premier magasin a été ouvert en 1965 et c'est né de l'idée d'un fleuriste niçois, Laurent Merlino, qui a installé son premier magasin à l'angle du boulevard de Courcelles et Malesherbes et en face du parc Monceau, en fait, qui donne son nom. Vous avez toujours ce magasin, c'est historique? Ah oui, le magasin est historique, c'est notre vaisseau amiral, c'est de là que tout a démarré et donc c'est le plus grand et le plus gros chiffre d'affaires du groupe à l'enseigne Monceau-Fleurs. Absolument, tout part de ce magasin. Et Laurent Merlino apparemment avait eu 2 idées quand même, des règles de base qui sont restées de cet héritage. Toujours un étalage extérieur que l'on retrouve chez absolument tous les fleuristes et puis des magasins situés à un angle très passant. Combien de magasins aujourd'hui dans vos réseaux, Franck Poncet? Alors on compte au total France plus international à peu près 350 magasins, dont 300 en France. Et effectivement, il était un commerçant et un visionnaire. Il appliquait déjà les règles essentielles du commerce, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Mais le métier fait que nous, on peut mettre notre marchandise, nos fleurs, nos plantes à l'extérieur. Donc le trottoir est notre plus belle vitrine. Alors, vous développez également à l'international. Vous pouvez nous parler de vos projets? Parce que je crois que les frontières françaises, c'est trop peu maintenant, c'est trop limité pour vous. Alors, on essaye d'abord d'être champion en France, mais effectivement, on a de belles marques qui représentent le savoir-faire à la française, qui représentent parfois aussi la touche parisienne. Donc on est présent dans plusieurs pays historiquement avec des masters franchisés, des partenaires de longue date. Nous sommes au Japon, mais nous sommes aussi plus proches de la France, en Italie ou en Espagne. Et on a pas mal de demandes et de candidatures pour certaines zones comme les Émirats Arabes Unis par exemple. Alors aussi bien Monceau-Fleurs que Au nom de la rose. On a 2 très belles marques parmi le portefeuille que vous avez cité. Vous avez un magasin à Tel Aviv notamment. Est-ce que en fonction des continents, ce ne sont pas nécessairement les mêmes fleurs qui sont appréciées? Quels sont les best-sellers en France et puis dans ces pays? Alors, en France, la reine des fleurs, c'est la rose. Et dans le monde, la reine des fleurs, c'est encore la rose. Donc c'est vraiment la fleur principale qui a tellement de variétés, tellement de couleurs que vous trouvez à chaque fois votre bonheur. Et on peut approvisionner effectivement quasiment tous les pays avec des partenaires logistiques. On peut bien sûr normalement des Pays-Bas livrer l'ensemble de la planète, mais il y a aussi des bassins de production à peu près partout dans le monde, en Amérique ou en Afrique par exemple. Alors vous venez d'ouvrir en Asie, ça c'est un axe fort de développement pour l'avenir? Alors, on est vraiment d'abord prioritairement actuellement dans ce contexte un petit peu géopolitique, économique, sanitaire incertain, d'abord sur les pays où nous sommes présents pour développer notre activité avec nos partenaires existants, et puis après d'étudier d'autres pays, plus par sollicitation, et plus en fonction des entrepreneurs, investisseurs ou partenaires locaux qui sont amoureux de nos marques. Comment avez-vous traversé la pandémie? On se souvient, au début, c'était très dur quand les fleuristes n'avaient pas le droit de vendre des sapins. Après, ça s'est détendu. C'est un plaisir que les Français n'ont pas boudé, ou même internationalement? Alors, si je mets de côté le premier confinement où on a eu 57 jours de fermeture administrative comme tout le monde,
Je prends le deuxième confinement en novembre où on arrive à sauver presque plus de 50% de l'activité. On a été déclaré commerce essentiel en février et en fait, nous clôturons notre exercice le 30 septembre et au 30 septembre 2021, on a affiché une croissance à 2 chiffres puisqu'on a fait plus 28%. Donc les citoyens et nos clients ne pouvons plus sortir, ne pouvons plus recevoir, moins de fêtes, se sont recentrés sur l'intérieur, sur leur home, sweet home, et ça a été finalement une très très belle année pour nous, puisque les fleurs et les plantes ont participé à un peu cette touche de couleur, de fraîcheur, de parfum, d'intérieur et de décoration. Donc beaucoup de ventes de plantes d'intérieur, beaucoup de bouquets, et ça a été une très belle année pour nous. Alors, il paraît que cette période exceptionnelle a même suscité des vocations. C'est un métier qui plaît. Ça demande quelle qualité, quelle qualification? Alors, on arrive à concrétiser effectivement cette attirance pour le métier en ouvrant de nouveaux magasins, en accueillant de nouveaux franchisés et en même temps en suscitant des vocations, puisque le métier de fleuriste est attirant, c'est un beau métier, c'est un métier artistique, c'est un métier de création, c'est un métier de commerce, donc il faut être artisan, commerçant, manager, gestionnaire, donc ça suscite effectivement des vocations pour tous les âges. Alors justement, trouver du personnel qualifié, c'est pas toujours facile, donc vous avez dit, tiens, je vais créer ma propre école. Elle en est où, l'école florale? Alors, l'école florale by Emova Group a fêté sa deuxième promotion. On a à peu près une cinquantaine d'étudiants apprentis qui préparent le concours de CAP fleuriste, donc qui préparent ce diplôme. Et puis une petite information que je vous livre, la rentrée prochaine, on proposera en complément du CAP le brevet professionnel en 2 ans, puisqu'il faut d'abord obtenir son CAP pour ensuite pouvoir candidater et passer son diplôme de brevet professionnel de fleuriste. Merci pour ce scoop. Franck Poncet, vous êtes formidable, vous venez avec des fleurs et en plus des scoops. On va décidément vous réinviter. Et précisément, combien de personnes vous allez recruter? Parce qu'on parle de formation, mais tout ça, ça s'inscrit dans un plan de recrutement. Absolument. Nous ouvrons en France entre 15 et 25 magasins par an, et en tout cas c'est notre plan de développement. Quand vous savez qu'il faut à peu près 4-5 fleuristes par magasin en fonction de la taille du magasin, le compte est vite fait, hein, on va rapidement recruter une centaine de fleuristes. Et donc l'école florale by Emova Group nous permet déjà de préparer l'avenir et d'alimenter avec des apprentis qui sont dans nos magasins ce développement, on les forme dans nos magasins. D'ailleurs, certains peuvent être aussi candidats à la franchise, donc on peut susciter non seulement des vocations sur le métier, mais aussi des vocations sur l'entrepreneuriat. Alors, d'où viennent les fleurs, hein? On a l'impression que tout vient de Provence, et j'ai cru comprendre que pas du tout, en fait. Non, essentiellement, majoritairement, les fleurs coupées viennent ou passent par les Pays-Bas. Voilà, c'est la plateforme européenne et mondiale. La production française est finalement assez limitée. On a dans nos magasins environ 10% de nos ventes qui sont issues de fleurs françaises en moyenne sur l'année. En revanche, nos sapins viennent de France, le mimosa vient de France, les tulipes viennent de France, les pivoines viennent de France. On ne sait pas produire des fleurs, ou il faut de la volonté politique pour ça aussi. On a vu un gouvernement et un président parler de souveraineté. Ça passe pas par les fleurs, la souveraineté nationale? Ça a été longtemps délaissé, l'horticulture et la production de fleurs. C'était peut-être moins source de revenus, peut-être que les rendements n'étaient pas bons, peut-être qu'il y avait des investissements prioritaires plutôt côté alimentaire. Et c'est vrai qu'on a constaté après année, décennie après décennie, une désaffection pour la production française. On le regrette vivement. Et nous, comme nous sommes leaders en France de la vente de fleurs et de plantes d'intérieur, on est capable de s'engager avec des producteurs sur du long terme. Donc régulièrement, on passe des contrats sur des productions françaises. La saison des pivoines commence. Là, typiquement, la pivoine, elle vient de France et on a noué des partenariats avec des producteurs sur le long terme. On s'engage à prendre l'ensemble de leur production. Et c'est vrai, quand on a 300 magasins en France, c'est un peu plus facile de contribuer positivement à la production française. Je ne sais pas combien de fleurs vous achetez effectivement dans l'année. On a compris que ça passe par ce hub de Hollande, dont on va voir les images de logistique, c'est énorme. Mais au-delà, ça vient d'où? Il y a des pays
en Afrique qui se sont spécialisés là-dessus? Oui, alors vous avez quelques pays en Amérique, l'Équateur ou la Colombie, et sur l'Afrique, c'est plutôt la Corne de l'Afrique, l'Est de l'Afrique. Il y a plusieurs pays qui se sont spécialisés, par exemple, Kenya, par exemple, sur la rose. Alors, on sort du printemps et pour vous, c'est la période la plus dense, hein, parce que vous, ce qui est bien, c'est que vous fêtez toutes les fêtes. Parfois, on voit sur vos magasins bonne fête de Pessard, et en vérité, vous m'avez dit, mais en fait, moi, je fête toutes les fêtes. Vous êtes un galuron, alors. Ah oui, nous, on a un calendrier exceptionnel. Et puis, on a un métier formidable parce que finalement, on est présent à tous les moments de la vie. La naissance, un bouquet. Le baptême, un bouquet. L'anniversaire, un bouquet. Un mariage, un bouquet. Les fêtes, toutes les fêtes religieuses, souvent, il y a beaucoup de fleurs. Là, on a passé Pâques, on a passé Pessard, on a passé l'Aïd. Et puis, le mois de mai, ce sont bien évidemment certaines fêtes immanquables comme la fête des mères. C'est la seule fête d'ailleurs qui est célébrée partout dans le monde, dans tous les pays, pas aux mêmes dates bien évidemment, mais notre calendrier finalement est assez dense et c'est un métier formidable parce que on fait tout avec les fleurs. La fête des mères, ça représente combien du chiffre d'affaires La seule journée de la fête des mères peut représenter 5% du chiffre d'affaires annuel d'un fleuriste. Alors, qu'est-ce que vous allez offrir à votre maman, cher Franck? Des pivoines. Eh bien voilà, on a compris que ces fleurs n'ont aucune religion, ou plutôt toutes les religions. Vous êtes très écuménique. Merci, parce que même la fête du travail, le 1er mai, là aussi, vous avez travaillé. Absolument. Respect. Merci Franck Pensée d'avoir été notre invité. Effectivement, il est à la tête de ce réseau Monceau Fleurs, mais également Happy et Bloom. C'est le digital, ça progresse. On va passer tout de suite à l'univers du jeu, et dans ce jeu vidéo, j'ai pas vu beaucoup de fleurs parce que ça se passe dans le désert américain. Vous jouez au jeu un petit peu, aux jeux vidéo? Je regarde ce que fait mon fils et qui effectivement est un spécialiste du gaming. Très bien, vous avez de quoi jouer avec toutes ces fleurs qui arrivent de par le monde. Merci Franck Poncet pour cette interview, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la séquence innovation. On va parler maintenant avec Julien Robic. Il vit en Australie. Il dirige une équipe totalement éparpillée qui travaille dans 10 villes différentes sur 6 fuseaux horaires à travers 4 continents parce que on parle du studio le Wolf Eye Studio. Bonjour Julien Robic. Bonjour Fabienne, comment allez-vous? Merci d'être avec nous. Alors, pourquoi êtes-vous en Australie? Moi, je pensais que l'industrie du jeu, c'était beaucoup aux États-Unis et en France. Expliquez-nous. En fait, l'architecture moderne permet de travailler un peu de là où on veut. Donc, du coup, on s'est dit qu'avec ce studio, vivons là où on veut et on travaillera mieux, en fait. Donc, c'est pour ça, tout simplement. Juste un désir personnel. En préparant, j'ai compris que vous en avez un petit peu assez des grands groupes. Hein. Vous les avez connus. Et vous vous dites, nous, on ne veut pas être limité. Pour faire des bons jeux, il faut avoir l'esprit de risque. Je vous ai bien compris? Oui, enfin, on n'est pas contre les gros studios dans le sens où ils font des jeux aussi, mais on veut faire des jeux un peu différents. Et c'est vrai qu'on veut essayer de nouvelles choses, prendre plus de risques, et une structure plus petite permet justement de faire ça. Alors, effectivement, dans votre équipe, vous lancez ce mois-ci un nouveau jeu, Wild West. Vous nous embarquez dans les confins d'un Ouest américain sauvage, hein, où les cow-boys cohabitent avec des zombies et des sirènes fétides. J'ai vu qu'il y a 5 protagonistes chevronnés. Il y a Jen, hein, la redoutable as de la gâchette. Comment ça vous est venu? Là, c'est le joueur qui trace son chemin dans ce jeu? Oui, c'est un jeu qui est basé sur l'idée où le joueur vraiment est maître de son destin dans le jeu et où toutes ses actions sont traquées par le jeu et le jeu arrange la narration basée sur les actions du joueur et c'est très dynamique et chaque joueur a une expérience différente. Alors apparemment, vous installez vraiment une ambiance toute particulière, hein. Il y a une voix un petit peu graveleuse qui guide le joueur, une bande son très juste, et puis les visages, ils sont pas dessinés par n'importe qui, hein. Oui, les visages ont été dessinés par Cédric Perravernet, qui est un très très bon artiste français, qui avait précédemment travaillé sur le jeu Dishonored d'Arkane Studio. Alors, si on aime l'action, le lore, il est apprécié comment? Il vient tout juste de sortir le jeu, mais vous avez déjà des retours?
Oui, on a eu de très bons retours. Les joueurs sont très très friands de l'univers qu'on a créé et répondent très très bien aussi à cette particularité du jeu où vraiment ils peuvent vraiment avoir le jeu qui répond vraiment à toutes leurs actions, qui a été fait à un niveau où on ne voit pas beaucoup de nos jours. Alors vous avez sollicité l'IA. Comment ça marche pour faire ce jeu? Elle sert à quoi? Alors en fait, on a une IA qu'on appelle le Dungeon Master en anglais, qui en fait gère tout le rythme du jeu et arrange les pièces du puzzle en fait du jeu d'une façon à délivrer une expérience optimale pour le joueur et une expérience qui est un peu personnalisée par rapport à ce qu'il fait dans le jeu. Alors, les joueurs, je crois, aiment bien avoir des bonnes sensations pour les shoots. Combien de durée de vie? Vous nous racontez faire la cartographie, c'est pas rien parce qu'on peut faire des kilomètres sur votre jeu. Oui, il y a pas mal de surfaces, effectivement. Et selon les joueurs, ça peut prendre entre 20 heures, même 40, 50 heures. On a des joueurs qui ont passé plus de 60 heures dessus actuellement. Alors, effectivement, on voit des Français, des talents qui sont pompés par l'industrie du jeu aux États-Unis, en Australie. Apparemment, ils apprécient la culture, la bonne éducation française. Qu'est-ce qui vous différencie? Je pense qu'effectivement, comme vous dites, l'éducation française est assez unique au sens où elle apporte une perspective culturelle qui est assez différente des autres pays et où on est très axé sur l'historique artistique, les grands peintres et tout ça. Donc c'est quelque chose qu'on peut synthétiser et puis réinjecter dans le jeu vidéo d'une façon moderne. Alors, c'est destiné à quel type de joueurs, Wild West? Alors, c'est un jeu qui est destiné à ce qu'on appelle les core gamers, qui sont des joueurs qui jouent assez souvent aux jeux vidéo, donc c'est pas un jeu qu'on appelle casual, mais ça reste un des très très gros marchés du jeu vidéo, les core gamers. Donc, le jeu de rôle a de beaux jours devant lui. Vous allez vous spécialiser là-dedans? Oui, c'est un peu notre jeu signature, c'est notre premier jeu du studio, ça donne un peu le ton de ce qu'on va faire par la suite. Et est-ce que la prochaine étape, ce sera nécessairement dans le Far West ou à chaque fois, pour vos jeux, vous allez trouver des décors complètement étonnants? Alors on va essayer de pas trop se répéter, évidemment. Weird West, c'est une franchise qu'on va essayer de développer, donc je vais essayer d'autres idées et justement garder les choses uniques à chaque fois et donc créer de nouvelles choses. Eh bien, bonne chance, Julien Robic. Je précise que vous êtes un game designer, Gaël Giraudot, qui a fait des magnifiques tests que je vous invite à regarder sur YouTube. Un jeu disponible sur les plateformes Steam Epic, les consoles PS4. Voilà, j'ai tout appris sur votre jeu parce que c'était une première. Par contre, j'ai pas vu beaucoup de fleurs, hein. C'est le thème de l'émission. C'est plutôt désertique chez vous, Julien. On a des cactus. Voilà. Et voilà, on va chanter une chanson de Dutronc bientôt. Merci pour cette séquence. On va passer à la séquence placement. À bientôt, au revoir. Merci, à bientôt. Bienvenue Marie-Pierre Payon, directrice de la recherche et de la stratégie USG chez Groupama. Alors je sais pas si l'industrie des jeux vidéo est une bonne idée de placement, mais si on analyse un petit peu la conjoncture, on se rend compte que les marchés financiers sont quand même confrontés maintenant à un cocktail d'effets assez adverses, perspective d'un ralentissement dans l'industrie, forte valorisation des marchés, poursuite du resserrement des politiques monétaires. Alors cette combinaison un petit peu délicate, elle m'incite à vous poser cette question. Quelles sont les implications de la guerre en Ukraine pour les marchés, en plus de tout ce que je viens de citer? Bonjour Fabienne, merci pour cette invitation. Alors effectivement, la découverte de cette guerre en Ukraine pour beaucoup de personnes qui a été un phénomène inattendu. D'abord, on pense aux populations ukrainiennes, mais pour l'économie et pour les marchés financiers, il y a des impacts qui sont majeurs. Alors, on avait commencé l'année avec des perspectives de croissance qui étaient très bonnes. Et là, compte tenu de la montée des incertitudes liées à ce facteur géopolitique, plus d'autres qui étaient déjà préexistants. Donc Marc en a parlé tout à l'heure, à nouveau le retour de la crise sanitaire en Chine fait qu'on a des goulots d'étranglement qui ne font que s'intensifier. Donc effectivement, on voit que nos perspectives de croissance vont être revues
à la baisse. Mais parallèlement à ça, il y a un deuxième effet très important de la crise ukrainienne, c'est que ça a créé 2 chocs supplémentaires, donc sur l'inflation, un choc énergétique, tout le monde le voit quand on va acheter de l'essence, mais aussi un choc alimentaire, et parce que en fait la Russie et l'Ukraine sont des plus gros exportateurs de blé, de céréales même, dans toute l'Europe et dans tout le pourtour méditerranéen, et même dans le monde entier. Alors dans ce contexte, quels sont les secteurs qu'il vaut mieux éviter et puis recommander, parce que c'est bien beau de parler du positif, mais parfois il faut être prudent. On regarde plutôt quoi? On est vigilant sur quoi? Alors, c'est qu'on est dans un monde où on doit gérer des transitions environnementales, tout le monde en parle, des transitions numériques, des transitions démographiques liées au vieillissement de la population. Et si j'en prends que 2, donc en fait notamment la transition environnementale, ça va avoir des impacts majeurs sur le prix de l'énergie. Donc un des secteurs qu'il va falloir accompagner dans cette transition énergétique, pour répondre à votre question, c'est le secteur de l'énergie, c'est le secteur des utilities, où effectivement, on va devoir accompagner les acteurs à gérer cette transition pour aller vers une production d'électricité de bas carbone. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Puis le deuxième élément aussi, c'est, si je reviens aussi sur le phénomène de l'inflation, eh bien en fait, on va voir, comme on rentre dans une transition démographique, c'est-à-dire un vieillissement de la population, on va avoir une inflation sur les salaires qui aussi va être complètement durable. Donc on va devoir aussi, quand on va analyser nos secteurs, faire le choix de nos entreprises, prendre en considération ce facteur-là. Donc, le secteur qu'on met en avant, énergie, utilities, santé, pharma, parce que les populations vieillissent, donc c'est pour faire le lien avec nos fameuses transitions, comme je vous l'ai indiqué. Effectivement, on est confronté aujourd'hui à un problème de pénurie sur les semi-conducteurs. C'est un secteur qui, pour l'instant, va pas très bien en bourse, mais ça peut être que momentané. Mais à très court terme, c'est un secteur sur lequel il y a un peu de tension et comme il l'a dit, ça va durer encore quelques mois. Donc c'est un secteur sur lequel il faudra revenir à cause de la transition numérique. Mais voilà. Merci Marie-Pierre Payon. Si la finance était une fleur, ce serait sûrement vous. En tout cas, c'est la fin de i24 News Business Club et je remercie tous ceux qui ont travaillé sur cette émission. Mélanie, Maëlle et toute la régie. Merci à tous nos invités, bien sûr. Et pour se quitter, je vous invite tous à offrir des fleurs. Ça ne coûte pas très cher, ça fait tellement plaisir. Merci Marie-Pierre, merci de votre attention.